Bonjour. Bonjour Martelet, quel bon vent. Je voudrais repasser sur la machine. Comment sur la machine? Mais vous vivrez jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Non, je veux mourir. La vie me dégoûte. Quand je mange, j'ai des indigestions. L'alcool me donne la gueule de bois. Quant à l'amour, passons. Bah alors travaillez. Ça me fatigue. Je veux mourir. Jean, je ne te reverrai plus. Embrasse-moi. Oh, mais mon cher ami, la machine vous a condamné à vivre 100 ans et vous savez bien qu'elle est infaillible. Bon, je ferai appel. Adieu. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast cinéma qui se souvient de ses vies antérieures. Dans cet épisode, je reçois Lou Bobin et Julien Guimont qui animent ensemble le podcast Les Bobines en compagnie de l'épatante Marcel Ratafia. Depuis 2023, Les Bobines parcourent un siècle de cinéma en accordant une place centrale aux femmes oubliées de l'histoire du 7e art, qu'elles soient cinéastes, actrices ou techniciennes. Passer 1 heure en compagnie de la Bobine Team donne l'impression de passer une journée entière dans la cinémathèque idéale, où on quitte la séance d'un film français des années 30 pour rejoindre la salle où commence un film américain des années 70, où on échange nos impressions sur Jean-Yann et Annie Girardot avant la projection d'un film d'épouvante japonais. Bref, une programmation où chaque séance est plus bizarroïde que la précédente. Seulement si vous voulez rester, il y a une condition. Ah, Oui, j'ai une expérience à tenter, alors vous allez me servir de sujet. non, mais vous voulez me charrier? Allez, asseyez-vous là. Mais ne me tirez pas, mais c'est pas la peine puisque vous dites qu'il n'y a rien à faire, Je alors. comprends pas le français, laissez-moi éjecter. Pose tes miches sur le truc mûche. Ouais, je suis un bon vieux, mais pourrait tout de même pas me salader. Ah, c'est à prendre ou à laisser, oui ou non? Non, Non, j'alerte police secours. non, c'est pas la peine, alors j'ai compris. Je suis marron, alors allons-y. Bonsoir Lou, bonsoir Julien. Salut. Bonsoir. On a également Marcel qui est là, qui vient de nous faire un petit coucou. Donc le trio des Bobines est réuni. Bonsoir Marcel. Salut. Alors, on va parler de 4 films, 2 films sélectionnés par Lou, 2 films sélectionnés par Julien. On va commencer par un film qu'a choisi Lou, qui est donc le plus ancien de la sélection, puisqu'il s'agit de Le Monde tremblera, un film de Richard Potier, sorti en 1939. Voilà, je prends ma voix de circonstance, ma voix des années 30. Donc un film de science-fiction français, un film de l'entre-deux-guerres de science-fiction français, donc un objet assez intéressant. Lou, est-ce que tu peux nous faire un pitch de Le Monde tremblera? Avec grand plaisir. Alors, Le Monde tremblera, c'est effectivement une très grande curiosité. C'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps, le cinéma fantastique français. C'est des idées de programmateurs, d'avoir envie de faire une très grande rétrospective cinéma fantastique français. Et celui-là est assez particulier puisque c'est l'histoire d'un jeune savant interprété par une star de l'époque qui est Claude Dauphin, qui invente une machine à prédire la mort. Et un grand magnat de, je sais plus dans quoi il est exactement, enfin un mec très riche, il trouve son invention très intéressante et va en faire un business. Et bien sûr, tout va pas se passer exactement comme il le souhaitait. Avec Claude Dauphin, dont c'est le premier coup d'essai en science-fiction, puisqu'il reviendra dans... Oui, notre ami Claude Dauphin, pour accrocher les wagons, interprète le rôle du docteur Durand-Durand dans Barbarella. Alors, il faut préciser qu'on est sur une adaptation d'un roman, un roman de Roger-Francis Didelot et Charles-Robert Dumas. Je sais pas pourquoi ils ont tous les deux des noms en 3 parties, mais bon. Et c'est une adaptation signée Henri-Georges Clouzot. Donc, avant de passer à la réalisation dans les années 40, ça faisait déjà donc une dizaine d'années, pendant toutes les années 30, Clouzot officiait déjà comme scénariste. Voilà, donc un film très ambitieux autour des questions de science-fiction qu'il soulève grâce à cette invention diabolique, on peut dire d'une certaine façon, parce que ça va entraîner plein d'intrigues et plein de sous-intrigues avec différents personnages et la façon dont ces personnages, qu'on voit parfois de manière très furtive, mais qui apportent une vision différente de la vie et de la mort, on va dire, de ces questions existentielles. Donc du coup, ça va apporter des notes d'humour dans le film, ça va apporter aussi quelque chose autour du mélo. Je trouve vraiment un ton, une dynamique de mélo autour d'un triangle amoureux central dans le film. Puis bien évidemment, il y a des questions qui vont davantage toucher au thriller, et puis une ambiance qui va peut-être aussi évoquer un certain cinéma fantastique qui va arriver plus tard dans le cinéma français. Donc je sais pas toi Lou, si c'est pour ça que tu as choisi ce film. Quelle a été ton impression d'ailleurs quand tu as découvert ce film-là? Je l'ai vu à un moment un peu particulier qui était le confinement, cette époque où miraculeusement sur YouTube apparaissaient des vidéos qui faisaient plus de 10 minutes et qui étaient en noir et blanc. Donc je l'ai vu vraiment
en plein confinement avec un peu cette envie de voir énormément de films tous les jours. Et ce qui me marque surtout, c'est que c'est le début en fait d'une vague de cinéma qu'on va avoir sous l'occupation, à savoir que le cinéma fantastique plus que de science-fiction va permettre de faire passer des messages et de contourner la censure pendant la guerre. Donc c'est déjà un avant. Alors après, c'est vrai qu'il y a, dans les choses étonnantes, et dont Marcel pourra peut-être parler, il y a un casting avec notamment des gueules du cinéma français que sont Julien Carrette, qui fait l'assistant de Claude Dauphin, et bien sûr Emos, qu'on n'aurait pas vu dans du film fantastique du tout. Je sais pas si Marcel, tu veux dire un mot sur ces deux Trop rare, titis. Emos, puisqu'il est mort pendant la libération de Paris. Petite gueule de Parigot qu'on a beaucoup vu dans La Belle Équipe, qui a énormément tourné dans les années 30 et qui a donné un peu de patine au film du réalisme social et du fantastique social, par exemple, et qu'on n'attend pas effectivement dans une œuvre d'anticipation, pas plus que Julien Carrette, pourtant très à l'aise dans les rôles de composition. Non, et puis il faut aussi bien entendu parler d'Eric von Stroheim, qui fait donc le père de Madeleine Sologne, le premier rôle féminin, qui va retrouver plus tard dans un film qui s'appelle comment, la ferme aux chimères, j'essaie de vous retrouver le nom, qui est aussi un truc plus ou moins fantastique de la fin des années 40. Habitué au rôle inquiétant, en tout cas. Et surtout qui a beaucoup tourné à la fin des années 30 et pendant les années 40 en France. J'ai retrouvé, c'est La foire aux chimères de Pierre Chonal. Ouais, parce que donc il faut rappeler que von Stroheim, qui est donc allemand, d'abord il a une carrière de réalisateur dans le cinéma muet à Hollywood dans la deuxième moitié des années 10 et toutes les années 20, et il va dans les années 30 s'installer en France et avoir davantage une carrière de comédien. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il s'est installé en France, parce qu'il aurait pu revenir en Allemagne après les États-Unis. Est-ce que c'est dû à la montée du nazisme dans les années 30 en Allemagne? Je sais pas si vous avez une réponse. En fait, Eric von Stroheim, ça fait partie de ces personnages de cinéma qui ont inventé leur légende. Von Stroheim est très certainement inventé, il n'avait pas du tout de particules, mais c'est quelqu'un qui en fait va arriver aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, Ouais. donc pas du tout dans un contexte de fuite de nazisme comme auront pu le faire Fritz Lang ou Billy Wilder, mais c'est quelqu'un qui va travailler avec un des plus grands premiers metteurs en scène du cinéma, qui est Griffith, qui on doit le très controversé Naissance d'une nation, et par la suite, von Stroheim va presque dépasser le maître qui est Griffith et va faire énormément de films. Dans les plus connus qu'on peut citer, il y a effectivement Rapace, La symphonie nuptiale, surtout Folie de femme, qui est un très très beau film qui est passé à la Cinémathèque il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais ses derniers projets vont complètement se casser la gueule et avec l'arrivée du parlant, il va pas trouver de solution à sa démesure dans le parlant et il va se recycler dans des rôles au cinéma et en particulier en France. On va le voir énormément. On le connaît surtout pour La Grande Illusion de Jean Renoir où il fait le rôle pour le coup d'un officier allemand pendant la Première Guerre mondiale, mais il va jamais retourner à la réalisation et le film de Billy Wilder, Sunset Boulevard, raconte en partie son histoire. Bon, il partage l'affiche avec Gloria Swanson, mais c'est vraiment son cas, un réalisateur sur le déclin qui n'arrivera jamais à refaire de film. Ouais, c'est assez surprenant parce que tu penses que von Stroheim va être l'antagoniste principal du film. C'est l'impression que t'as dans la première demi-heure du film et puis finalement il va disparaître. On laisse les auditrices et les auditeurs découvrir ce qui arrive à ce personnage, mais finalement ce personnage qui paraît très inquiétant n'est pas l'antagoniste principal. L'antagoniste principal finalement c'est le docteur Durand lui-même, hein. C'est Claude Dauphin lui-même qui est à la fois le protagoniste de l'histoire mais aussi d'une certaine façon son propre antagoniste. Voilà, c'est une espèce de figure double. C'est un personnage qui est d'ailleurs pas très sympathique. À la fois, c'est une espèce de figure prométhéenne qui apporte une invention révolutionnaire au commun des mortels. Et en même temps, on va se rendre compte que c'est peut-être effectivement quelque chose davantage diabolique, davantage maléfique. C'est pour ça que je trouve que le film, on le rapprocherait davantage du fantastique. Parce que, en fait, l'argument de science-fiction, l'argument scientifique autour de cette machine, il est assez sommaire, il est pas très crédible en soi. Le procédé par lequel il réussit à déterminer la date de la mort précise des personnes qui sont les sujets de cette invention, c'est davantage un argument comme ça, presque poétique en fait, hein, et voilà, ce qui est intéressant, c'est les thématiques autour effectivement de la mort, de la fatalité que va provoquer cette invention. La frontière entre le monde des vivants et le monde des morts va devenir de plus en plus poreuse et ça rappelle davantage en fait effectivement le fantastique, comme tu dis, qui va beaucoup se développer dans les années 40. Moi, il y a un film qui a bercé mon enfance qui était La Main du Diable de Maurice Tourneur. La merveille. Les deux vieilles du fond qui se réveillent. Oui, La Main du Diable. Formidable. Mais ce qui est assez marrant, c'est que finalement, Le Monde tremblera, moi, quand j'ai vu le film, ça m'a fait penser à un film belge qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament. Je sais pas si ça vous parle de ça.
avec Benoît Poelvoorde qui joue De le rôle Jaco de Van der Dieu. Mel. C'est ça. Et en fait, il joue le rôle de Dieu, il s'emmerde et puis il décide pour se divertir d'envoyer par SMS les dates de mort aux humains. Et je sais pas s'il a vu Le Monde tremblera parce que c'est vraiment un truc qui existe nulle part. Donc pour le voir, il faut attendre des confinements. Mais je crois qu'il y avait comme une petite inspiration. Je sais pas si t'as vu ça aussi un peu Ouais. Alors dans le tout dernier testament, on est plus quand même dans quelque chose de fantaisiste, hein, de burlesque presque, de très belge dans l'esprit, hein, vraiment avec Benoît Poelvoorde. Voilà, on sait comment il peut servir ce genre de récit avec son énergie comme ça. On a l'impression qu'il est tout le temps excédé, qu'il est tout le temps en surchauffe. Donc c'est quand même une autre énergie, c'est quand même un autre ton, une autre forme de poésie, on va dire, le tout Nouveau Testament. Bon là, c'est vrai que dans le film, t'as aussi des personnages qui apportent comme ça des soupapes d'humour, en tout cas davantage de légèreté, qui dédramatise comme ça la tension et la gravité que portent d'autres personnages. Je pense notamment à Carrette, hein, à Julien Carrette, qui fait ce personnage qu'on lui connaît de Titi parisien, de mec des faubourgs venu d'un milieu modeste. Mais je pense que c'est davantage dans une volonté de réalisme, en fait, pour le coup, d'une certaine façon. C'est un grand mot, réalisme. Mais c'est là aussi que c'est différent du tout dernier testament. C'est que je pense que Carrette, avec son accent, avec ses expressions de Titi parisien, il est là aussi pour te faire croire au contexte du film, au contexte d'un Paris des années 30. Pour le public des années 30, c'est une façon de reconnaître Paris avec ses différentes classes sociales et comment le personnage de Carrette vit les événements de manière très différente. Il a plus d'humilité, il n'a pas la même assise sociale que le personnage de Durand. J'ai beaucoup travaillé sur la question du Paris populaire dans le décor de film des années 30. Ça passe aussi par l'emploi de gueules comme Emos, comme Carrette, qui ont un accent très parisien, qui étaient très employés, disons, pour donner de la couleur locale à des films de grands réalisateurs, mais aussi de bons faiseurs comme Richard Potier, qui n'a pas été non plus un très grand réal, mais qui, je pense, avait à cœur de saupoudrer son film d'un peu d'ambiance locale. Après, si on peut reprendre brièvement sur Richard Potier, il a un peu le même problème qu'un autre réalisateur de l'époque qui s'appelait Jean Boyer. À savoir que c'est des types qui, dans les années 30, ont fait des films très couillus. Jean Boyer, il fait notamment Un mauvais garçon avec Daniel Darieux, où c'est une femme qui veut devenir avocate, qui veut pas se marier, qui veut s'émanciper. Le Richard Potier, il fait des films avec pour scénariste Prévert. Les premiers scénarios de Prévert sont réalisés par Richard Potier. Et puis, passé la guerre, le retour dans les années 50, ils font plutôt des Caroline Chéry, des films avec Ray Ventura et son orchestre. C'est des mecs qui se sont un peu perdus, je trouve, à la fin des J'ai une années question, 40. Lou, parce que je vois que Richard Potier, là, il a continué à bosser dans les années 40. Il a bossé avec Clouseau, Delair. Il n'aurait pas été un petit peu Compromis compromis, non? Compromis. Je me pose la question, je sais Compromis. pas, hein, je pose la question. à la Continentale, c'est ça? À la Continentale. Non, mais ça, c'est pareil. Il faut démystifier un peu cette histoire de Continentale. Il faut savoir, et Marcel connaît aussi bien le sujet, c'est que cette société de production à capitaux allemands en France pendant l'occupation a fait travailler aussi bien, c'est terrible à dire, des collabos que des juifs résistants qui s'y cachaient. Ça fait Comme partie Jean-Paul Le des... Chanois, de son vrai nom Cohen. Les Allemands savaient, hein. Les Allemands savaient qu'il s'appelait Oui, oui, Cohen. les Allemands savaient, ouais. Ils Pas que savaient les pas qu'il Chanois. était résistant, par contre. Ouais, ben, il y a un film qui raconte ça très bien, c'est Laissez passer, c'est Tavernier, je crois. Tavernier, qui a fait Tavernier ça, ouais. obsédé par cette période-là de cinéma, ouais. Sur Jean Et Orange, je crois. Je sais pas si le personnage est Orange et Pierre. clairement. C'est tiré des mémoires de Jean Orange, qui était un grand scénariste de cette époque-là. Ça raconte les destins de Jean Orange et Pierre Bost, autre grand scénariste de la période, et qui montre, oui, que cette Continental Film, en fait, ça a quand même permis de sauver les miches de quelques personnes pendant la guerre. Puis surtout de faire travailler les gens, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Alfred Greven, qui donc a créé cette société, quand il est arrivé à Paris, il a dit, bon, c'est pas compliqué, en fait, si j'ai pas 5 réalisateurs, 5 grands scénaristes qui signent pour ma boîte, et en fait, personne ne travaillera, on donnera aucune autorisation de tournage ni carte de travail. Donc, il y en a qui y sont allés aussi un peu au sacrifice. Voilà, donc c'est un film qui, effectivement, je trouve, va préfigurer ce qu'on va avoir dans les années suivantes dans le cinéma français, plutôt davantage dans le fantastique, dans le conte fantastique ou dans une forme de merveilleux ténébreux, on peut dire. Je trouve que voilà, il y a déjà quelque chose dans la façon d'entremêler à la fois des considérations qui sont très triviales, très matérielles sur la façon dont les gens doivent vivre dans Paris leur quotidien et des grandes questions métaphysiques, existentielles. Est-ce que les choses sont prédestinées? Est-ce qu'il y a une fatalité? La peur de la mort?
décor, et aussi, je dirais, sur qu'est-ce qu'on vaut en fin de compte, qu'est-ce que notre vie valait, et est-ce qu'on s'est bien comporté quand on doit faire le bilan, quand on va se retrouver face à une mort imminente, quand on sait que le couperet va tomber, et qu'on doit peser dans la balance ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Voilà, c'est tout l'arche narratif du personnage principal, du docteur Durand, en fait. Vu que c'est un film, parce que moi je l'ai pas vu, mais c'est un film de science-fiction, est-ce que ça a de la tronche un peu? Est-ce qu'il y a des tentatives d'effets spéciaux? Est-ce qu'il y a des... Oui, ben en fait, les thématiques autour de la science-fiction, je trouve, sont traitées. Mais pour ce qui est vraiment du décorum de science-fiction, vraiment, ce qu'on a à l'écran, c'est principalement la machine, voilà, qui représente la science-fiction. C'est cette énorme machine, cet énorme bloc qui doit faire quelque chose comme, je sais pas, 4 mètres sur 2, qui prend toute une pièce, qui t'évoque à la fois certains mécanismes qu'on a, par exemple, dans les temps modernes, tu vois, de Chaplin, et aussi les premiers ordinateurs de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing, voilà, dans Imitation Game, il y a des diodes qui clignotent, des arcs électriques, il y a des manivelles. On comprend pas très bien comment ça fonctionne. Voilà, comme je le dis encore, c'est assez fantaisiste hein, comme vision de la science. En plus, il y a un côté avec la chaise, il y a un côté presque chaise électrique. C'est comme si on les condamnait. On va pas te condamner à mort, on va te condamner à connaître la date de ta mort, ce qui est aussi d'une certaine façon un supplice, tu vois. La musique s'efface justement quand la machine fonctionne, on entend juste les bruits de la machine. Alors quand est-ce que ça va tomber? Il y a un petit compteur après qui affiche minutes, jours, heures et puis nombre d'années, tu vois. Mais pour le coup, ben voilà, là aussi, ça apporte quelque chose de très inquiétant parce que ça donne un côté savant fou. L'hôtel particulier de Durand, il a des aspects de laboratoire de savant fou. Je trouve que ça fonctionne très bien en fait, cette esthétique. Puis autre chose aussi qui, je trouve, apporte vraiment une aura au film, c'est le noir et blanc. C'est le fait que tout ça est plongé et nimbé dans un noir et blanc de l'époque. Pas le noir et blanc non plus expressionniste allemand, mais quand même un noir et blanc qui apporte quand même au film un charme, ça apporte une aura inquiétante, encore une fois, ça apporte quelque chose de solennel en fait. Quand on voit cette machine notamment, et que finalement on distingue plus vraiment le décor autour, tu vois, la sensibilité, la sensitométrie de la caméra de l'époque fait que le reste du décor est assez obscur comme ça, plongé un peu dans une sorte de pénombre. Et donc oui, ça apporte quelque chose de solennel, de grave et d'inquiétant, ce noir et blanc, et c'est encore un charme de plus pour nous, spectateurs des années 2020. Si tu filmais la même histoire dans une époque actuelle, dans un contexte parisien très réaliste, très quotidien, en pleine lumière, on va dire, en couleur, je pense que le film perdrait de son charme et perdrait de son efficacité. Et puis même s'il était en couleur, enfin moi j'ai tendance, quand je vois un film de science-fiction, c'est en couleur, à vouloir un truc un peu kitsch à la Barbarella. Et Bien là, je sûr. pense que même avec de la couleur, je suppose qu'il serait un intérêt. Non, mais voilà, on invite les auditeurs et les auditrices à découvrir le film, même si la capture est pas de très bonne qualité et qu'on peut pas profiter pleinement de ce magnifique noir et blanc. Le film, on le trouve facilement sur Internet, on vous invite à le découvrir. C'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un film de science-fiction français avec des accents de titi parisien. Ah, c'est sûr, puis ça a quand même le mérite de nous permettre d'admirer Eric von Stroheim en tenue de sport, en train de faire du pseudo-rameur. C'est C'est vrai. vraiment pas un athlète. Une scène Et très traumatisante. Et c'est vrai que les tenues, donc il fait du rameur à côté de Madeleine Sologne, l'éternel retour d'ailleurs, tiens, il y a encore une filiation avec un cinéma Avec le fantastique, cinéma fantastique. voilà, un cinéma onirique, on va dire. Et c'est vrai que quand on voit les tenues dans lesquelles ils font du sport, on dit, c'était pas du tout adapté, quoi. Non, et autant Eric von Stroheim porte admirablement l'uniforme, mais alors là, non, le Marcel, ça le fait pas, quoi. Did you know that me and Alan Ladd were exactly the same height? Right down to the quarter inch? Did you know that? It's just something you know? Like sometimes you read a lot and you just remember a little bit. Then there's sometimes you read a little bit and you remember a whole lot. I remember one time I heard somebody say, do you know what was Alan Ladd and William Bendix's first movie? And just like that, I said, The Blue Dahlia. And I never even saw the movie. But I bet $5 and I won it. Julien, on passe à un film que tu as choisi, Electra Glide in Blue, un film américain sorti en 1973 et réalisé par James William Guercio. C'est un réalisateur qu'on connaît pas bien, je crois que c'est sa seule réalisation, mais en réalité c'est une figure importante de la musique américaine, hein. Il a notamment produit des albums des Beach Boys, voilà, il a beaucoup œuvré dans la musique contestataire, post-hippie, on va dire, voilà, la contre-culture américaine, rock, folk des années 70. Justement, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans ce film. Justement, pour comprendre cet état d'esprit, Julien, est-ce que tu peux nous faire un pitch de Electric Glide in Blue? Oui, alors c'est un film effectivement assez étrange. Ça commence avec des plans très très serrés.
quelqu'un qui visiblement est en train de se suicider. Et ça va enchaîner ensuite sur une plaine de l'Arizona, une route de l'Arizona, comme ça, dans les magnifiques décors qu'on voit habituellement dans les westerns. Mais c'est pas un homme sur son cheval qui arrive, c'est un homme sur sa moto. C'est John Wintergreen, qui est un motard de la police. On l'appelle aussi Big John, ce qui est assez ironique parce que le comédien et le personnage sont très petits. Il est tout petit sur sa moto, mais c'est vraiment le flic qui aime être flic, il adore ça. Il parcourt les routes de l'Arizona en ne faisant pas de cadeaux, que ce soit aux hippies, qui à cette époque-là sont nombreux, mais ni non plus à des vétérans du Vietnam dont il fait partie également, ni à des collègues flics de Los Angeles qui se la pètent et qui pensent qu'ils vont passer à côté d'une amende. Non, pas pour Big John, lui, il est implacable. Et donc on va suivre ce petit Big John, petit flic qui rêve d'être détective, arrivé sur la scène justement de ce suicide, et penser, selon lui, que c'est non pas un suicide, mais un meurtre, déguisé en suicide. Et il va enfin accéder à son rêve. Le détective qui va arriver sur la scène et qui considère également que ça peut être un meurtre, va décider de le prendre sous son aile et il va, le temps de l'enquête, en faire son assistant. Et donc là, c'est l'accomplissement pour Big John qui va enfin pouvoir côtoyer un détective et quitter un petit peu ses affaires de motard pour mettre son Stetson de cow-boy inspecteur. Ça ressemble un petit peu à une enquête criminelle, mais en fait, c'est un film très étrange qui m'a assez fasciné. Alors d'abord, je l'ai regardé parce que justement, ça m'intéressait que ce soit le seul film de son réalisateur, James William Guercio, on sait pas trop comment le prononcer, mais ce producteur à qui on a filé un peu sur un coup de tête, soi-disant $1 million, on a dit tiens, si tu veux faire, je te file $1 million et tu me fais un film. Il a sauté sur l'occasion, il s'est dit ok. Il était effectivement producteur de musique, notamment du groupe Chicago, quand on va voir une performance pendant le film, et il s'est dit ok, mais par contre j'y connais rien, donc je vais utiliser les meilleurs autour de moi. Il va utiliser un cascadeur qui a fait les cascades de Bullitt, un grand cascadeur, il va aussi utiliser le chef opérateur de l'Exorciste, et ils vont quand même boucler le tournage en 2 semaines, ce qui est assez court, et ça, à l'image, ça rend de la gueule. Le film est en demi-teinte, c'est vraiment un film qui arrive juste après, donc 73, après Easy Rider, donc on est un peu sur la même ambiance d'Amérique, où se confrontent les hippies, la désillusion un peu du rêve américain, et les rednecks entre guillemets. Et c'est aussi juste après Dirty Harry, qui est plutôt le symbole vraiment du flic viril, sans foi ni loi, et qui outrepasse en tout cas la loi pour faire la sienne. C'est un film assez désabusé, et ce personnage est vraiment, il est interprété par Robert Blake, le personnage de Big John. C'est vraiment quelqu'un qui doit faire dans la vie 1m65, pas plus. Il est tout petit, mais en même temps il est très musclé. D'ailleurs, dès le début, on le voit dans une scène où il y a des plans serrés, on le voit qui fait l'amour avec une femme, et c'est des plans tellement serrés qu'on voit pas encore la différence de taille. Et elle arrive à côté de lui, on pense que elle est plus petite que lui, comme souvent ça arrive, en tout cas dans les couples hétérosexuels. Sauf que là, une fois qu'il a quitté cette traction, on se rend compte qu'il lui arrive au niveau de la poitrine, il est tout petit, mais ça n'empêche pas d'être viril. Et après, il soulève ses haltères et il prend ses petites pilules. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jean-Baptiste, mais il résonne quand même vachement aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, d'autant plus le côté retour du virilisme, masculinisme presque. Masculinisme, voilà. Et c'est assez fou de voir ça. Il y a quand même de l'humour, il y a quand même de l'humour aussi dans le film. Et puis le film s'ouvre vraiment. On pourrait penser au début que c'est un film qui va être à la gloire de la police. On le voit après, une fois qu'il a fait l'amour à la femme et qu'il va commencer sa journée de boulot, il met ses habits de motard et on a l'impression d'être presque dans Batman quand il met son costume en plan serré. Ouais, on a l'impression que ça va être un film d'exploitation un peu basique. Il y a vraiment ce côté iconique du flic, le côté vraiment on passe par des images vraiment iconiques autour du flic. Et alors moi, quand je lance un film pour Bizarroïd, j'essaie d'en savoir le moins possible pour vraiment avoir la surprise, la découverte totale du film. Je vais chercher les informations après en fait. Et là, quand même, en voyant que c'est un film qui dure 1h50, je me suis dit qu'on n'était peut-être pas justement sur cette formule de film d'exploitation avec ce décor du désert d'Arizona qui peut accueillir une sorte de néo-western, un film d'action, un vigilant movie. Là, je me suis dit à 1h50 de film, peut-être que ça va permettre à des thématiques de s'installer de manière un peu plus profonde et de ne pas jouer sur une formule d'action, voilà, des séquences d'action qui doivent s'enchaîner et un récit qui doit permettre justement d'enchaîner ces scènes d'action de manière un peu caricaturale, de manière un peu archétypale. Et effectivement, c'est un film qui est très intéressant parce que c'est un film qui parle vraiment de son époque, c'est un film qui fait très nouvelle Hollywood, c'est un concentré des années 70, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a les rednecks,
rock, comme tu l'as dit, il y a les hippies, il y a les vétérans du Vietnam, etc. La drogue, etc. Voilà. Ouais, la drogue, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a cette coloration rock, folk dans la bande originale. L'évolution aussi, peut-être des décors ruraux aussi aux États-Unis, avec ces villes au beau milieu de nulle part en Arizona, avec ce personnage qui rêve de rejoindre la Californie, qui rêve de rejoindre une plus grande ville qui est Los Angeles. Donc, il y a tout ça. Et on sent qu'on est à la mi-temps du nouvel Hollywood, qu'on est au milieu des années 70, que les auteurs, les réalisateurs, les cinéastes du nouvel Hollywood ont entre-temps perdu leurs idéaux, leurs illusions, si tant est qu'ils en avaient au début du nouvel Hollywood, à la fin des années 60. Voilà, on sent que le film a quelque chose effectivement d'un peu désabusé, surtout à la fin du film, qui est vraiment radical, hein, qui est vraiment tragique. Mais cela dit, je trouve pas que ce soit un film qui soit totalement dépressif. Tu vois, je trouve que, comme tu l'as dit, il y a de l'humour dans le film, il y a des personnages attachants, il y a des personnages un peu truculents, il y a de la vie dans ce petit coin d'Amérique. On a l'impression que le réalisateur, il aime ses personnages, il est quand même attaché à ce petit monde, qu'il le regarde pas avec condescendance, qu'il le regarde pas avec un regard totalement désabusé. Bon, il y a quand même des personnages qui sont antipathiques dans l'eau, hein. Il y a bien sûr le flic Edward, l'enquêteur, qui pense être vraiment un génie de la police et qui, en fin de compte, est un gros bourrin, un bourrin de plus parmi les autres qu'on voit dans le film. C'est ça, c'est un gros bourrin, tout à fait. Qui va effectivement décevoir beaucoup celui qui l'admirait ou en tout cas qui voulait prendre sa place et très vite. Et il y a un rôle central, effectivement, central. Les seconds rôles, je trouve qu'ils sont malheureusement un peu caricaturaux des fois. Oui, le personnage je suis d'accord. féminin sert effectivement un petit peu à faire scission au milieu du film comme ça entre les deux protagonistes. Son personnage, son pote aussi, son acolyte motard Zipper, lui c'est pareil, est vraiment le cliché du flic qui n'a rien à foutre, qui est prêt à cacher de la drogue dans la voiture du hippie pour dire que vous avez vu si vous avez de la drogue. Bref, il s'en fout, lui a falsifié des preuves et il va mal finir, mais de façon assez brutale. Je comprends pas trop son évolution à lui, mais c'est vraiment Robert Blake qui est assez fascinant. Il faut savoir que lui, effectivement, il avait été connu pour être révélé dans 200 froid, l'adaptation de Truman Capote par Richard Brooks, et il jouait un petit malfrat comme ça, une petite frappe. Et c'est vrai que son physique est déjà assez étonnant et ça correspond tout à fait à ce personnage hors norme. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement dans le film, comme tu disais, on voit très peu d'autres gens. Alors certes, c'est dans le Monument Valley, c'est des paysages désertiques, mais il y a très peu finalement de d'autres personnages. Mais il faut savoir aussi qu'ils avaient vu qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation de la police pour tourner, et ils tournaient un petit peu en loose toutes les scènes d'extérieur et de route, quoi. Donc c'est ça qui est marrant aussi. Ouais, parce que comme tu l'as dit, c'est $1 million, c'est un tout petit budget. C'est pour ça aussi qu'au début, je me dis, ça va être un petit film d'exploitation, parce que ça reste vraiment un petit budget, $1 million, même en 1973. Oui, c'est vrai que c'est un personnage assez fascinant. On sent qu'il a quelque chose à compenser, donc par rapport à sa taille, par rapport aussi... Ça, je trouve que c'est pas mal fait, parce que toute la psychologie du personnage, elle se dessine jusqu'à la fin du film, de manière assez habile. Il y a quelque chose autour de son père, autour de la mort de son père, qui peut-être lui-même ne s'est pas complètement accompli professionnellement, donc il vit avec le traumatisme de ce mec qui se considérait un peu comme un raté. Il veut pas reproduire ce schéma-là, et tout en le faisant, lui-même crée ses propres obsessions, ses propres névroses, et en vient parfois à être compliqué à gérer pour les autres. Tu vois, dès le début du film, tu te dis, oh là là, il redemande à son chef, on s'imagine qu'il redemande pour la énième fois, quand est-ce que j'aurai ma mutation. Il est chiant, on peut le dire, il est chiant. Voilà, on va le dire, il est chiant. Il ne lâche et en pas, même temps, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que jusqu'à la fin du film, je sais pas pour toi, mais tu sais jamais trop comment te placer moralement par rapport au personnage. C'est-à-dire que parfois tu lui donnes raison, à d'autres moments tu te dis, mais là il a une idée fixe, mais il se trompe complètement. Il imagine qu'il y a un meurtre, mais il aurait envie qu'il y ait un meurtre. Il vit dans son monde idéal où il va devenir un grand flic, mais en réalité il est censé s'en tenir aux faits. Donc parfois t'as tendance à rejeter complètement son approche de l'histoire, en fait. Il a l'air d'être par moment un psychopathe. On ne sait pas ce qu'il va faire. Presque ça. Il y a un moment, moi je me suis dit, ça va peut-être virer que le mec est un psycho complet, et que le film, ça va aller de pire en pire dans le film, et il va vraiment vouloir faire justice, une justice extrême, une justice totalitaire, et il va complètement péter les plombs. Au début, je pensais que c'était un peu ça, une sorte de Taxi Driver. Justement, on a eu des films sur les vétérans du Vietnam qui pètent les plombs et qui continuent le Vietnam sur le sol américain. On dit justement qu'il a été au Vietnam, d'ailleurs, ce personnage. Donc je me suis dit, putain, c'est peut-être vers ça que va se diriger le film. Heureusement non, parce que ça aurait été peut-être un programme un petit peu trop facile, tu vois. Mais il y a des moments où effectivement, tu penses que ça va aller vers ça. Et puis, ce qui est intéressant avec le film, c'est que justement, ça fluctue dans ton rapport que t'as à ce personnage. C'est qu'il y a des moments où tu l'excuses, son comportement, des moments où tu le comprends. Il y a des moments où, au contraire, c'est les autres qui t'agacent et tu dis, il a peut-être raison, et c'est un flic consciencieux. Et la fin du film, elle est tragique pour ça. C'est-à-dire que il se passe un événement tragique au moment où, pour toi, ça y est, il a
pris ses galons de bon flic. Tu te dis, ça y est, maintenant je vois que c'est un bon gars, c'est un type qui essaie de faire du bon travail, qui va pas s'acharner sur des hippies, c'est un mec qui arrive à faire la part des choses et qui d'une certaine façon aussi a un peu lâché prise sur certaines de ses obsessions. Et c'est à ce moment-là que tombe le couperet de la fin du film qui est tragique en fait. Là c'est vraiment de l'ordre de la tragédie, d'un truc presque nihiliste en fait. Oui, qui dit on a 200 ans après, l'Amérique reste un pays qui est foncièrement violent malheureusement. Enfin, c'est un peu ce que dit le film finalement. Complètement. Et C'est alors, étonnant de voir qu'il a été sélectionné à Cannes quand même. Oui, alors il n'a Ça, pas là. eu bonne presse à Cannes parce que justement il a été considéré à tort à mon avis comme un film fasciste, comme l'avait été Dirty Harry juste avant et tout. Et à partir du moment où tu mets des flics en scène, Oui, c'est que tu es complaisant. parce que le film est vraiment très intéressant, il ne cesse de me surprendre. Je pense qu'il mérite vraiment le coup d'œil. En plus, il a vraiment de la tronche visuellement. Bah oui, comme tu disais, la photo de Conrad Hall, parce qu'il faut citer effectivement le chef opérateur qui a eu 3 Oscars quand même pour Butch Cassidy avant ce film et puis sur la fin de sa carrière pour 2 films de Sam Mendes, American Beauty et Les Sentiers de la Perdition. Donc c'est pas n'importe qui et ça a franchement de la gueule. Ouais. Tout le plan final, là, le travelling arrière. Ouais, parce que il a bien suivi les conseils de John Ford dans le film de Spielberg. J'ai remarqué ça, la ligne d'horizon, elle est jamais au milieu, elle est toujours en haut ou en bas, donc c'est intéressant. Et il y a des moments qui sont un peu plus faibles, notamment quand ils veulent faire de films d'action, je trouve. Les scènes de poursuite, là on sent qu'il veut se faire kiffer. Il a pris le cascadeur de Bullitt, mais alors c'est étonnant parce que justement une petite anecdote, parce qu'on ne peut pas voir ce film pour les gens vieux comme moi et ne pas penser, parce que le cascadeur Bud Ekins a fait les cascades de Bullitt et c'était un motard très très bon, et il a aussi fait les cascades après de la série Chips, une série, c'est les années 70, alors j'ai regardé, c'est 4 ans après le film, et c'est une série sur des motards de la route. Oui, Eric Estrada. Je l'ai rematé le générique et on a les mêmes plans que dans Electric Glide, c'est les plans très serrés de la moto, de l'écusson, du holster, de la roue et tout, et c'est pas étonnant, il y a un pont qui se fait entre les deux, mais c'est un peu plus léger qu'Electric Glide. Il faudra que je rattrape, non, celle-là, je l'ai pas regardée. Ah oui, c'est pas arabesque, je te préviens, Lou, c'est autre chose. Et pour terminer sur Robert Blake, c'est quelqu'un qui ensuite a joué, pas fait beaucoup de choses au cinéma, mais il a fait une série policière qui s'appelle Barretta, donc qui a été très longtemps à l'antenne. On l'a retrouvé après en Monsieur Très Bizarre dans Lost Highway. Ouais, c'est lui Monsieur Très Bizarre, voilà, effectivement. Le tout petit. Et ensuite, il a été inculpé pour le meurtre de sa femme en 2002. Donc voilà, c'est un bon petit. Mais il a pas été innocenté, je viens de lire un truc comme ça. Si, il a été innocenté. C'est pas le juge qui dit oui, le jury a été complètement débile, alors ouais. c'était évident que c'était lui. Le procureur considérait que c'était flagrant, que c'était lui le coupable. Au civil, effectivement, aux États-Unis, tu peux régler les choses avec un gros chèque et c'est ce qu'il a fait. Donc il avait peut-être pas quand même la conscience totalement tranquille. Vu qu'il a versé de l'argent. Voilà. En tout cas, de mon côté, j'incite vraiment les gens à découvrir ce film qui. Voilà. Donc un personnage charmant dans un film classé comme fasciste dans les années 70 qui plus tard tuera sa femme. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de voir le film. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus ambigu que ça, et c'est ça qui en fait un film intéressant, bien sûr. L'érotisme, c'est la psychose des psychiatres. Oh, écoute, j'en ai rencontré un jour, il était complètement dingue. Tous les objets pour lui, c'était des objets érotiques. Oh, le mixeur, le batteur à œufs, et puis tout ça. C'est vrai que c'est érotique un fouet à œufs. Ah, pourquoi? Ça peut pas s'expliquer. Elle est folle. Elle est folle. Pour moi, l'érotisme, c'est... ou vice-versa. Lou, on revient vers toi pour Erotissimo, un film de Gérard Pires, sorti en 1969. Erotissimo, 1969, bien sûr, ça coule de source. Année érotique. Et d'ailleurs, qui apparaît dans le film? Serge Gainsbourg, qui nous fait un petit caméo bien savoureux. Voilà, parmi les nombreuses personnalités qu'on retrouve dans le film, parce qu'il y a vraiment un casting assez fou dans ce film. Alors, est-ce que tu peux nous faire un pitch de Erotissimo, si tu y arrives? C'est un film assez concept, quand même. Alors, comme j'ai dit aux spectateurs hier soir, parce que je travaille à la Filmothèque du Quartier Latin et j'anime un ciné-club qui s'appelle donc l'Écran Français. Et quand j'ai présenté le film hier soir, dans mon ciné-club, j'ai été très cash, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario. Ou alors, il est vraiment écrit sur un papier très très fin. Mais c'est plutôt une expérience cinématographique. Mais tout de même, pour vous la faire courte, c'est l'histoire de Jean-Yann qui est marié à Annie Girardot. Elle est femme au foyer, lui est PDG d'une entreprise qui vend des poussettes et des couches. Et du jour au lendemain, lui se retrouve avec un contrôle fiscal sur le dos, avec un polyvalent interprété par Francis
Francis Blanche qui est mesquin, fourbe, lâche, tout ce qu'on aime chez Francis Blanche dans ses personnages hauts en couleur. Et au même moment, Annie Girardot va lire dans un magazine que la femme moderne doit être érotique. Et elle se rend compte qu'elle est quand même pas très concernée par le sujet. Jean-Yann étant tellement pris par son contrôle fiscal, il la regarde plus. Et bien sûr, Annie Girardot se dit, s'il me parle plus, c'est que c'est moi qui suis plus à la hauteur. Et donc, elle décide de devenir érotique avec toutes les dérives que ça comporte. Prendre un amant, mettre des mini-jupes, se couper les cheveux n'importe comment. Enfin, c'est assez marrant comme film. Je vous invite à le redécouvrir. Mais faut pas s'attendre à une histoire style Le Comte de Monte-Cristo, quoi. Ouais, premier film de Gérard Pires, il me semble. Premier film, tout à fait. Immortel réalisateur de Taxi, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut voir Erotissimo, parce que, bon, Taxi, moi, c'est pas trop ma cam, et tu vois le potentiel du mec au départ, quand même. Je veux dire, d'un point de vue technique. Ce qui est intéressant avec Erotissimo, et tu le disais un petit peu en amont, c'est un film où il y a énormément de caméos. Donc, on voit Gainsbourg, mais on voit Jacques Martin, on voit Anne-Marie Pesson, qui était une des grandes speakerines des années 60, parce qu'en fait, tout ce petit monde-là se connaît de l'ORTF, de la télé du Général, qui, effectivement, était une télé contrôlée par l'État, mais qui a donné sa chance à plein de gens un peu farfelus, qui a permis quand même l'existence des Shadocks, des émissions de Jean-Christophe Averty, où on a une télé beaucoup plus couillue que ce qu'on a pu avoir au moment où les chaînes se sont multipliées en fait à la télé. Et donc, il faut quand même le dire, la scénariste du film, qui est d'ailleurs citée avant Gérard Pires au générique, puisqu'on dit que c'est un film de Nicole de Buron, c'est une femme assez engagée pour la cause des femmes à cette époque-là. Elle a écrit notamment tous les scénars d'une très grosse série de l'ORTF qui s'appelait Les Saintes Chéries, qui est une des premières séries à vraiment avoir une importance en France. On a à peu près 15 ans de retard sur le modèle américain en termes de télé. Les Américains, ils font déjà des sitcoms à partir de 1952-53. En France, ça va marcher à partir de 1965. Et c'est elle qui va introduire un peu ce système de série à l'ORTF. Et donc, elle rencontre Gérard Pires à l'ORTF, puisque lui est caméraman, réalisateur pour une autre émission consacrée à la femme. Et Jean-Yann a fait de la télé. On voit aussi Daniel Prévost qui a fait de la télé à cette époque-là avec Jean-Yann. Et bien sûr, Jacques Martin. Donc, en fait, c'est un peu la réunion d'une bande de copains de télé à qui on confie un énorme jouet qu'est le cinéma. Et d'ailleurs, quand on voit le making-of, on voit qu'ils s'en donnent à cœur jour. Bah oui, il y avait eu 1 + 1 = 3, il me semble, l'émission de Jean-Yann et Jacques Martin. Voilà, donc on est complètement dans cet état d'esprit. Ils s'étaient fait virer de l'ORTF. Ils se sont fait virer pour 2 choses. La première étant qu'ils avaient fait s'embrasser 2 militaires à l'écran et qu'ils avaient fait une course Siena-Waterloo où ils avaient mis Napoléon à bicyclette en mode Tour de France avec tous les généraux d'Empire. Et forcément, ça n'avait pas beaucoup fait rire les amis de Napoléon qui, à cette époque-là, comme beaucoup de spectateurs mécontents, écrivaient à l'ORTF en disant que c'était scandaleux parce qu'ils payaient quand même une redevance. Voilà. Et donc, ils ont fini par se faire virer au bout de, je crois, 4 ou 5 émissions. Exactement. Mais ils sont revenus dans d'autres trucs après. C'est ça qui est génial. Jean-Yann, il dit, moi, je me suis fait virer 12 fois des mêmes endroits. Mais à chaque fois, je revenais. Voilà, c'est un film qui est complètement dans cette époque-là. Et d'ailleurs, pour rester sur Jean-Yann dans le film, après on parlera d'Annie Girardot, mais moi, en regardant le film, je me suis dit, mais c'est fou comme ça préfigure les films de Jean-Yann, quoi. Ça préfigure Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui est sorti 3 ans plus tard, je crois que c'est 72, Tout le monde il est beau, tout le monde 72, ouais. Il y avait déjà un film qui ressemblait à ça en 69. Il y a déjà ce côté, effectivement, enchaînement de sketchs. On a une thématique commune au film. Il y a quand même des thématiques qui se dégagent de ça autour de la recherche, du potentiel érotique d'une bourgeoise. Enfin, en réalité, le film, c'est-à-dire que c'est un film qui est moins sur le sexe que l'argent. La fin du film, la conclusion du film, c'est en réalité ce qui dirige le monde, c'est pas le sexe, c'est l'argent, grosso modo. Et autour de cette thématique-là, il travaille par séquences. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient beaucoup de la télé, parce que Pires se forme donc dans cette émission, enfin il a fait des courts-métrages, mais il se forme à l'ORTF dans une émission qui s'appelait Dim Dam Dom. En gros, grosso merdo, sur la première chaîne, il y avait une émission un peu barbante qui était à destination des ménagères, et c'était une émission qu'elle pouvait mettre en fond et passer l'aspirateur en même temps ou faire la cuisine. Tandis que Dim Dam Dom, le concept c'est non, on veut que les femmes restent devant la télé, et donc il va y avoir des séquences de ballets musicaux là, et je suis tombée sur une séquence où ils avaient comme sponsor le salon de l'agriculture. Alors du coup, ils dansent au milieu des motoculteurs avec des mini-jupes, et juste après, t'as Marguerite Duras qui va interviewer un enfant. Je dis, mais c'est quoi ce programme à destination des femmes? Enfin, d'ailleurs, ça s'appelle Dim Dam Dom parce que dimanche, dame et dom, pour essayer de toucher un peu quand même toutes les couches, et donc ils ont cette habitude de montage rapide, de séquences courtes, mais c'est beaucoup plus présent dans Erotissimo ou dans Tout le monde il est beau, où Jean-Yann, par moment, il pose un peu la caméra quand même. Faut reconnaître que, bon, d'un point de vue vraiment cinématographique, Tout le monde il est beau, c'est peut-être pas le plus parlant. Oui, là, pour le coup, effectivement, Gérard Pires paraît déchaîné dans le film. Au contraire, c'est presque trop, c'est une espèce de trop-plein, une impression de trop-plein dans ce film. Il y a aussi quelque chose autour des séquences musicales. Le film est presque binaire, c'est-à-dire que t'as des séquences avec une musique très présente, très pop, très enjouée, autour de la comédie, bien sûr, et d'autres séquences où d'un coup la musique s'arrête, puis après ça repart. Ça envoie des coups
de freins brutaux, ce film, comme on l'a rarement vu. Il y a quelque chose autour du montage. Normalement, un film, t'as l'impression que le film, il est monté, le blueprint, on va dire, du film, la version de travail est faite, et puis après, le compositeur... Il va y avoir les fondus, voilà, et tu vois, puis il y il a va y tout avoir un ça. habillage. Là, on a l'impression que t'as un film qui a été monté avec une musique signée William Scheller d'ailleurs, une autre partie qui est sans la musique, et après on a remonté le film en le découpant comme ça, en faisant une espèce de gâteau marbré, quoi, tu vois. Et donc du coup, ça s'arrête d'un coup la musique, tu vois, c'est très étrange, quoi. Il y a deux choses importantes. Le type qui produit ça, c'est Pierre Brandberger, qui est un très grand producteur de l'histoire du cinéma français, qui a aussi bien produit Jean Renoir au milieu des années 20 que les premiers courts-métrages de Jean-Luc Godard. Il y a un esprit dans ce film qui se moque un petit peu de la nouvelle vague, parce qu'il y a des séquences où t'as pas de son, il y a des séquences qui sont sous-titrées, et la grosse influence aussi, enfin je me permets de faire le parallèle, c'est les premiers films scénarisés par Woody Allen, c'est-à-dire Quoi de neuf Pussycat, qui est un peu sur le même modèle, où tu as un casting délirant, une partition, une composition de musique de film incroyable, des séquences où les gens chantent, tu sais pas pourquoi, puis ça parle quand même un peu de cul, t'as aussi le Casino Royale, la parodie de James Bond, où tout le monde est James Bond, pareil, c'est des successions de scènes collées les unes aux autres, c'est super pop, et t'as pas de lien, et tu ressors du film, tu te dis, putain, il faut faire des avertissements, attention pour les épileptiques, parce que tu ressors, t'es presque un peu malade, t'as vraiment fait un voyage. Quelle a été, pardon, la réception de ton public à la Filmothèque après, Lou? Eh ben, écoute, dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Bon, il y en a qui ont dit, effectivement, un scénario et on n'aurait pas dit non. Mais je crois que comme je leur avais pas menti sur le contenu, ils se sont laissés embarquer assez facilement et effectivement, la musique quand même t'aide à supporter l'aspect bizarre du montage. En fait, t'as l'impression de regarder une revue, un spectacle, tu vois, sur scène d'un cabaret, à l'accéléré. Voilà. Avec des couleurs et des coupes. C'est et ça. Sous extasie. Sous extasie. C'est-à-dire que le magicien qui fait des numéros un peu foireux, rigolos, hop, il passe vite sur scène, puis après, les danseuses, hop, elles se changent très vite pour faire un autre numéro. T'as l'impression d'une sorte de revue que tu feuillettes, en fait, avec plein de couches sur ce que ça raconte, effectivement. C'est assez étrange, les films de cette époque. T'as plein d'exemples comme ça, parce que à la fois, ça se moque, comme tu dis, ça étrille un petit peu la nouvelle vague, et en même temps, ça bénéficie justement de l'accélérateur de particules qui avait été la nouvelle vague, en tant qu'expérimentation dans le montage, dans le cadrage, dans les tons. Après, je pense que Spires, il a vraiment fait comme il a voulu. Je veux dire, il s'en fout du montage. Il le dit dans des interviews. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est si mon film est bon sur le papier et quand je l'ai tourné, c'est pas le montage qui va le changer. Il a pas envie de faire un gros travail là-dessus. Et on peut se dire que c'est parce que c'est un très jeune metteur en scène. Il a 25 ans quand il fait le film, que du coup, c'est un truc délirant. Mais en fait, tu prends la même époque, tu prends le premier film de Michel Audiard, qui est quand même plutôt un vétéran, à qui on met une caméra dans les mains. Il fait, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et ce film-là, pareil. T'as un côté complètement cartoonesque, avec un montage décousu, de la musique partout. Ils ont tous des intérieurs qui annoncent le 70s Space Age, tout ça. Et en fait, c'est juste des mecs qui se foutent des conventions du cinéma en place et qui font exactement ce qu'ils ont envie, quoi. On n'a pas encore parlé d'Annie Girardot, qui est le rôle principal du film, on peut le dire. Là, c'est là que, pour moi, le bas blesse. C'est-à-dire que, justement, tout ce côté frénétique du film, cet enchaînement très rapide et ce côté séquencé comme ça, ce côté fragmenté, je trouve que ça aide pas à laisser s'installer une performance d'acteur ou d'actrice dans le film. Jean-Yann, qui est un acteur qui a une énergie un petit peu plus posée que Annie Girardot, qui est presque d'ailleurs créé son humour sur le fait qu'il va à contre-temps, justement, de là où devrait le pousser la comédie. Tu vois, oh là là, attendez, pas si vite, tu vois. Justement, c'est une force d'inertie, en fait, Jean-Yann. Francis Blanche, bon voilà, il fait son numéro qu'il a pu faire dans plein de comédies de l'époque, habitué à être un second rôle dans plein de comédies de l'époque, parfois des comédies très douteuses d'ailleurs. T'as plein de personnages qui interviennent comme ça, ok, ils trouvent à peu près leur place. Le problème d'Annie Girardot, c'est qu'elle devrait avoir le rôle principal, c'est elle qui lance la thématique autour de l'érotisme, c'est elle qui est censée porter ça. En plus, je trouve qu'elle est très sexy dans le film, justement. Annie Girardot, étonnamment, dès le début du film, c'est rare de la voir comme ça, tu vois, ses jambes sont vachement mises en valeur, elle a ce phrasé justement assez rapide qu'on lui connaît. L'émotion aussi, voilà, c'est quelqu'un qui suscite assez facilement l'émotion pour ceux qui l'aiment et qui l'ont suivi tout au long des années 60, 70 jusqu'aux années 90. Et là, je trouve que ça a pas le temps de s'installer, ça a jamais le temps de s'installer. Elle fait la faux folle dans une scène, elle se change, elle s'habille, elle rate une tentative d'embrasser son mari et tout va très vite et il y a jamais vraiment de scène où t'as le temps de vraiment profiter de la performance. Et pour moi, la comédie, c'est quand même aussi des performances d'acteurs et d'actrices. T'as une scène où elle pète un peu les plombs, tu sais, où elle dit ouais, j'en ai marre, toutes ces conneries. Mais pourquoi je me suis lancé dans ce truc-là qui sonne très faux? Il faut dire que le film est un vrai terrain d'expérimentation pour Annie Girardot, parce que elle sort du conservatoire avec un premier prix de comédie au début des années 50, et après, elle va se retrouver que dans des trucs déprimants. Il n'y a pas du tout de comédie pour Annie Girardot. On l'emploie pas du tout comme ça. Elle va beaucoup tourner en Italie. Elle a tourné
tourné avec Visconti, elle a été mariée avec un Italien qui était assez violent. Donc elle est vraiment à la fin des années 60 dans une période où elle se dit mon mec me trompe, je suis plus une actrice, en fait je suis devenue la femme de Renato Salvatori. Elle est dans un moment où elle se dit je sais pas ce que je vais foutre de ma vie. Il y a la rencontre avec Claude Lelouch qui lui permet de revenir en France, de refaire des films mais sur un registre très dramatique. Et en fait Nicole de Buron c'est la première à voir en Girardot le potentiel de comédie. Donc là, si on veut dans Erotissimo, elle teste à peu près tout ce qu'elle a, que ça marche ou non. Et là où elle va vraiment se réaliser, c'est le film suivant qui va sortir donc l'année d'après. Ça va être Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause de Michel Audiard. Où là, elle va vraiment pouvoir révéler toute sa palette comique. Et ce que tu dis, on va avoir le temps d'apprécier le jeu de la comédienne, d'avoir quelque chose qui s'installe. Pour moi, c'est un laboratoire. Erotissimo, c'est vraiment. Tu le sens comme ça, tu sens qu'elle essaie des trucs. C'est un démo reel, tu sais. C'est presque, c'est 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, tu vois, d'avoir quand même une personnalité comme Annie Girardot, mais comme tu dis, c'est en train de se construire pour d'autres films plus tard, voilà. Bah, tu nous as demandé des films bizarres. Nous, on a découvert le film quand on a fait un podcast Bobine sur Annie Girardot. Moi, je l'avais jamais vu dans ce registre-là. Et à chaque fois qu'on fait une émission, j'essaye de trouver le film le plus chelou de la filmographie de l'actrice, la personnalité en question. Et celui-là tenait le haut du pavé. Et d'ailleurs, il y a un lien avec Electric Glide in Blue. Est-ce que vous savez lequel c'est? Jacques Martin? Non. Daniel Prévost. Non plus. Non, c'est Jacques Balutin. Ah oui, qui fait la voix du copain de... Oui. Ouais, qui fait la voix de Zipper. Je l'ai vu en VF aussi, oui, tout à fait. Ouais. Pas mal. Et qui là joue le rôle d'un taxi, voilà, d'un chauffeur de taxi. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un casting de fou dans les seconds rôles. Il y a aussi, en parlant de voix de doublure, il y a aussi Dominique Collignon-Morin, qui est tout jeune, là, qui joue le frère de Annie Girardot. Dans les caméos, il y a quand même pas mal de trucs où tu vois que c'est cité au générique, mais incapable de les retrouver. Moi, j'ai réussi à voir, ça faisait 4 fois que je voyais le film, il y a Henri Chapier qui est crédité. Ah, j'ai pas vu. Pour voir Henri Chapier là-dedans. Il y a Topalov, il y a Rufus. Il y a Rufus, il y a Fabrice, mais c'est vrai que Chapier, on le voit, c'est même pas une demi-seconde, c'est un contre-champ. Il y a Nicole Croisille, qui fait une de ses copines. Du rêve, là. C'est un concentré du wouzou de la fin des années 60, quoi, des années 70. Il y a aussi quand même dans le film, justement, quand même des tentatives. C'est pas qu'un film d'essai qui dure guère plus d'une minute. Je trouve que toute la fin, justement, l'embouteillage, t'as vraiment Gérard Pires qui arrive quand même à créer une sorte de dispositif scénique, comique. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe visuellement avec cette route à la fin. Il y a aussi cette force-là, et ça fait aussi très télé. T'as l'impression que ça s'est passé réellement sur une vraie route de campagne, avec cette brume et tout ça. Et il y a un côté aussi très artificiel. T'as l'impression que t'es dans un gigantesque décor, que c'est une sorte de ballet organisé par Jean-Christophe Averty. Donc le film, il est très intéressant aussi par la façon dont il va artificialiser certains trucs à certains moments. Tu sais jamais si t'es dans du Formica orange ou si t'es dans quelque chose de très vrai qui touche vraiment au Paris de l'époque. On voit un peu le Paris de l'époque, mais transformé par tout le côté effectivement pop. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que nous qui n'avons pas connu cette époque, on a du mal à savoir si Paris, si la ville, la vie ressemblait vraiment à ça, si c'est une vision que Gérard Pires a sorti de son esprit, ou si il a exagéré une esthétique qui était quand même en partie présente dans la réalité. À ce moment-là, une grande société, elle ressemblait vraiment à ça quand il rentre dans le bâtiment. C'était aussi il faut voir, c'est sûr qu'il faut voir plusieurs films de cette époque-là. Mais après, ce qui est très intéressant quand même dans le film, et on n'en a pas encore parlé, c'est la dénonciation, effectivement, de l'érotisation de la femme à toutes les sauces. Quand on pense aux femmes à poil, on pense tout de suite aux années 80 en se disant mais la pub Perrier, Véronique et Davina, la scène de la douche, à la fin de chaque émission. Mais en fait, non, déjà dans les années 60, alors c'est pas à la télé, mais c'est dans la publicité, c'est absolument partout. Et puis cette surprésence de placement de produits aussi dans le film qui permettent de dénoncer ce qui arrive, la société de consommation. On n'a pas encore les supermarchés, mais enfin, ça commence à arriver. C'est ce qu'on verra plus tard dans un film de Claude Zidi qui est Le Grand Bazar avec les Charlots, 7 ans plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a déjà cette critique. Ouais, il y avait déjà ça dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard 4 ans plus tôt. Voilà, j'ai eu une précédente invitée, Aurélia Mangin, qui voulait parler de Pierrot le Fou. Et t'as déjà ça au début. Il feuillette le magazine où il y a des femmes nues tout le temps. Et après, il se retrouve dans une pièce où il y a des femmes nues qui apparaissent. Il y avait la civilisation romaine, il y avait la civilisation, je sais plus ce qu'il dit. Et là, maintenant, on est dans la civilisation du cul. Donc, effectivement, apparemment, la publicité avec, comme tu dis, la façon d'objectiver le corps de la femme était déjà très présente dans les années 60. Et d'ailleurs, j'ai une question, je sais pas si tu pourras y répondre. J'ai été très surpris. Parmi les caméos, on a donc Serge Gainsbourg devant un cinéma où Annie Girardot veut pas qu'on voit qu'elle est devant ce cinéma qui passe probablement un film Osé, olé olé. On peut même carrément dire porno. Et c'est là que je comprends pas, parce qu'on est en 69 et son frère lui dit mais t'étais devant le cinéma porno hier. Mais comment ça, cinéma porno en 69? Alors, je me suis également posé la question en revoyant le film, et je dois dire que je
n'ai pas la réponse parce que pour moi, effectivement, les cinémas porno, c'est plus tard. Après, le film qui est présenté dans Erotissimo, c'est pas encore un porno. C'est-à-dire que ça se moque d'un film suédois qui était sorti 2-3 ans avant, dont le nom m'échappe maintenant, où t'es dans de l'érotisme, mais c'est pas encore du porno. D'accord. Donc c'est un Je abus suis de pas langage sûre de que- l'époque, tu penses? Je pense que c'est un abus de langage, ouais. Les mecs à Clairement, l'époque disaient mais c'est quoi ce film porno en exagérant l'érotisme, d'accord. Voilà, parce que les vrais premiers films classiques, voilà, c'est Derrière la porte verte ou Deep Throat, et ça arrive 2-3 ans plus tard. Et puis la légalisation, c'est 75. C'est pour ça que ça m'étonnait, mais d'accord, tu dois avoir raison, ça doit être l'explication, effectivement. いや大した怪我じゃないんだけどね一応医者に見せてから行くよ何一日一本しかバスがないじゃあバギーで追っかけるよじゃあ Thank you, Shoemaker. 先生後からバギーで来るって列車ではどうしたんだろうホームで待ってるのよきっとバイバイ君ねないわよそれいるわよきっとでも夫婦先に乗っちゃってるかもしれないわねいた On termine avec toi, Julien, pour House, un film de Nobuhiko Obayashi, réalisé en 1977. Alors, c'est bien que tu aies choisi ce film parce que je crois que dès le début du podcast, dès la création du podcast, parmi les films où je me disais ça serait cool qu'il tombe à un moment ou à un autre qu'un invité ou une invitée choisisse ce film, il y avait House. Je me souviens avoir vu ce film il y a quelques années et m'être dit, voilà, c'est typiquement un film pour Bizarroïd. En plus, c'est un film japonais des années 70, donc c'est intéressant de faire découvrir ce film à nos auditeurs et nos auditrices qui l'auraient pas vu. Bah, je vais te demander de faire un pitch du film, même si le film est un peu fou et part complètement en live sur sa forme, il y a quand même une trame narrative qui tient le film quand même, on peut le dire. Ah, je pense que le pitch est on ne peut plus simple. Ouais. C'est une jeune fille, une jeune adolescente qui s'appelle Belle. Sa mère est décédée, son père est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et un jour, il revient de son voyage d'affaires avec une nouvelle femme. Il lui dit, ce sera ta mère maintenant. Donc elle est un peu chafouin, on va dire. Alors qu'elle devait partir en vacances avec eux, du coup, elle est un peu échaudée et elle décide plutôt de partir avec ses copines chez sa tante, dans une maison dans la campagne. Sauf que cette maison va essayer de les manger, en gros. Enfin, oui, on peut dire ça. Si on peut résumer ça comme ça. Ça, c'est le pitch. Et à partir de là, faut prévenir, c'est complètement fou. Mais vraiment, dès la première seconde, ce film est dingue. On parlait d'érotisme juste avant avec Lou, de côté des fois psychédélique de films des années 60. Là, c'est un trip sous acide, mais joyeux. Je défie quiconque de détourner le regard, c'est impossible. Enfin, alors par contre, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent quitter le film au bout de vraiment 2 minutes, mais si vous vous laissez embarquer et si vous acceptez que c'est une proposition originale, là, vous allez en prendre plein les mirettes. Ça ressemble en fait à un film d'adolescente, une espèce de bleuette adolescente avec des jeunes filles qui rigolent comme ça, une image très soap. C'était assez courant dans ces années 70. Il y a pas mal de films comme ça d'adolescentes. Alors j'avais noté le nom de ce genre de film, c'est les Seishun Nega. C'est des films qui racontent les adolescences. Voilà. Donc ça ressemble à ça et toujours avec une musique très sirupeuse, mais à côté de ça, des décors carton-pâte, des décors animés, quand même un côté horrifique et puis un côté très pub. Alors il faut savoir que Obayashi, c'est quelqu'un qui dans les années 70 avait quasiment pas fait de films de fiction, mais avait fait beaucoup de films de publicité. Il avait vraiment une grande carrière de publicité. Il avait tourné des films aux États-Unis avec Bronson, Loren, Deneuve, tout ça. Et il a toujours aussi aimé l'expérimentation. Il tournait des films en 8 mm, en 16 mm. Et ça sent, c'est quelqu'un qui aime bien ça. Il a fait un film qui s'appelle Émotion, qui est disponible sur YouTube aussi, qu'il faut voir, qui est assez fou. Et déjà, on voit son attrait pour les collages, les expérimentations. Il fait des faux flashbacks, tout ça. Il dédie d'ailleurs son film à Roger Vadim. Alors ça, je m'attendais pas, par rapport à un film que Roger Vadim avait fait. Et ce film, voilà, est passionnant pour ça, c'est que ça n'est que ça, il y a beaucoup d'humour. Ça reprend aussi beaucoup du folklore japonais, des histoires de fantômes, le chat qui est sur l'affiche. Parce que, faut le voir, au début, on lui a commandé à cet homme, à Obayashi, on lui a commandé un film d'horreur. Dents de la mer venait de sortir aux États-Unis, la Toho, qui était une vieille firme un peu ronflante, qui a produit Kurosawa et aussi les Godzilla, le gros studio japonais, a demandé, tiens, est-ce que tu veux pas faire un espèce de film d'horreur à la japonaise? Lui, il était un peu emmerdé, il se dit, ouais, d'accord, je veux bien, mais bon, je sais pas trop. Il a demandé à sa petite fille, qui se brossait les cheveux, qu'est-ce qui te fait peur, toi? Et très étonnant cette réponse, elle lui a dit, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je me coiffe dans mon miroir, j'ai peur que mon
reflet sort du miroir et vient de me bouffer en gros. Qui fait un peu penser à Ring quand on y pense, quelqu'un qui sort de la télé ou d'un miroir comme ça. On sent que voilà, c'est ça son motivation, c'est de pouvoir mettre en image des cauchemars, des fantasmes. C'est ce qui donne quand même un côté horrifique. Je parle depuis tout à l'heure d'un truc psychédélique, fou, tout ça, mais c'est aussi très drôle. Il y a de l'action, il y a des arts martiaux, il y a de l'horreur aussi, mais de l'horreur folklorique, de l'horreur train fantôme. C'est un train fantôme, mais qui a 150 km/h. Oui, c'est ça. C'est à la fois un train fantôme et tu sais les maisons biscornues dans les parcs, tu sais où t'as les marches qui font du bruit, où le sol devient mou, où il y a un truc qui va sortir du mur qui va t'envoyer un gant de boxe et il faut l'éviter. C'est très étrange. Donc oui, au début tu peux penser effectivement avec le canevas, le schéma qui va sous-tendre le récit, qu'on est vraiment sur une formule assez classique de film d'horreur. Ça part très vite quand même dans quelque chose de, je veux dire, le ticket d'entrée, il te le demande tout de suite et il te dit bon, attention, tu vas voir, le ton du film est quand même très niais, mais tu sens quand même quelque chose d'un petit peu plus goguenard derrière. Enfin, tu sens qu'il faut voir ça avec une certaine distance. Je trouve que dès le début, tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose qui t'échappe dans les conventions, dans les codes japonais, quand tu te retrouves face à quelque chose d'aussi sirupeux, aussi artificiel, là, pour en revenir encore à l'artificialité de l'image, avec des découvertes comme ça pour faire le ciel, hein, c'est un fond peint, voilà, un coucher de soleil avec des lumières, des projecteurs orange. Alors ça se faisait beaucoup dans les films japonais, notamment de Shambara, enfin de sabre, de sabre. Ils avaient des grands studios avec c'était beaucoup des studios factices avec des corps peints, et donc ça finalement c'est quelque chose qui est assez courant, mais il le détourne un petit peu. Il cherche pas le réalisme, il sature les couleurs, et voilà. C'est assez fou là-dessus. Il exagère les codes esthétiques et les tropes narratifs du film dès le début, donc tu te dis ok. Alors est-ce qu'on va être dans quelque chose de parodique? Pas vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est surtout dans sa première partie, jusqu'à l'arrivée dans la maison, j'ai envie de dire même dans l'essentiel du film, c'est comme tu dis, c'est un film qui est très agréable. C'est un film qui est très sympathique, en fait, ce film. Je l'ai vu 2 fois, et je crois que les 2 fois j'étais seul, hein, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, j'ai l'impression de l'avoir vu avec des potes. Parce qu'en fait, le film, tu le vois presque en compagnie du film lui-même. C'est-à-dire que, comme si le film se regardait lui-même, c'est un truc un peu méta, se commentait lui-même, et s'amusait à te dire, t'as vu, là, c'est marrant comment j'exagère le trait du film d'horreur. C'est comme si, tu vois, le film dialoguait directement avec toi, en complice, sur les différentes images. Le film, il dégage une distance de lui-même pour faire un pas vers toi, en fait, tu vois. C'est à la fois assez sincère dans sa démarche, hein. C'est un film qui peut vraiment t'émouvoir sur ce qui arrive aux personnages, sur ces jeunes filles. D'ailleurs, moi, quand je parle de l'artificialité des corps, c'est kitsch, mais c'est beau. Tu prends vraiment du plaisir à voir le film. C'est très ambigu parce que t'as aussi un plaisir, pour le coup, qui est très direct et très sincère sur le spectacle du film. Mais il prend une distance autodérisionnelle, en fait. C'est assez rare un film qui est à la fois très sincère, très naïf par certains aspects parce qu'on est auprès d'adolescentes. Le film, il a ce ton-là parce qu'il garde le point de vue de toutes jeunes filles qui sont encore lycéennes. Donc c'est pour ça que c'est cohérent. Tu raconterais la même histoire avec des adultes, avec les parents de l'héroïne qu'on voit au début. C'est vrai que ça serait complètement ridicule. Là, ça passe parce que on entend une musique guirette. Ça y est, l'été commence. Elles rigolent tout le temps ensemble. Voilà, il y a toute cette énergie. Par moment, on est dans les Teletubbies. Voilà. Quand ils arrivent dans la campagne, on dirait. Non mais voilà, on est dans un conte, pas tout à fait d'enfants, mais de grands enfants. Elles ont pas encore atteint l'âge adulte. Donc quand tu vois ça à la hauteur de ces personnages-là, forcément ça fonctionne bien. Et donc c'est à la fois très naïf par ce côté-là, et en même temps il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'autodérision, qui est de l'ordre de je transforme les codes. Parfois je me moque des codes, parfois je les pousse jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça va. Il y a de l'expérimentation autour de ça, et je trouve que d'une certaine façon l'un ne désamorce jamais complètement l'autre. Tu vois, c'est-à-dire que dans la deuxième moitié du film, on entre vraiment dans l'argument de surnaturel et dans le film d'horreur, et il y a vraiment des éléments horrifiques. On plaisantait au début du podcast en se disant est-ce que des âmes sensibles pourraient regarder ce film-là? Bon, il y a quand même des membres coupés, il y a quand même du sang, il y a quand même des choses qui peuvent pour certains évoquer quand même quelque chose d'horrifique et de repoussant, mais en réalité, le film, il bascule pas complètement en termes de ton, tu vois. T'as moins de gags à proprement parler, parce que moi, je considère quand même que le personnage de Kung Fu, l'une des filles qui s'appelle Kung Fu, c'est quand même vraiment un gag d'avoir un personnage qui est uniquement caractérisé par le fait qu'elle fait du Kung Fu, au point que son surnom c'est Kung Fu. Oui, il faut dire que tous les personnages ont des non-fonctions. Enfin, voilà, il y a vraiment Fanta, Gary, Angel, elles ont toutes une caractéristique. Il y en a une qui est très gourmande, il y en a une qui est très coquette. En fait, c'est les 7 nains, en fait, c'est qui. On est dans le conte. Non, mais il y a un côté conte. Il y a un côté, code que tu peux accepter dans un conte, dans quelque chose de l'ordre de la fantaisie. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une espèce d'autodérision, mais en tout cas, c'est pas un film de petit con, c'est pas un film de mec qui se moque de ça, parce que finalement, il se moque du film d'horreur, mais le film d'horreur est encore un peu assez le balbutiement. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore les clichés du film d'horreur. Ça, il faut déjà qu'il y en ait
beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment ça, d'autant que là c'est assez inédit au Japon. Et donc pour moi c'est plutôt un film d'expérimentation et d'un mec qui s'éclate. Enfin il y a une idée par scène. Enfin il y a une scène qui m'avait marqué, qui est une super idée, c'est qu'à un moment la jeune fille explique le flashback de l'origine de sa mère et de ses grands-parents et tout ça. Et c'est un flashback. Quand elle l'explique, on voit donc un flashback avec un film comme un film d'époque, un film d'archives, en noir et blanc, c'est ça. Mais avec les commentaires des filles comme si elles regardaient un film sur une tablette. Enfin, et je trouve que c'est une idée mais géniale. Et donc elles font oh c'est triste ou ah c'est drôle. Mais tu vois l'exemple que tu dis là, ça va avec ce que je te disais, le film qui se regarde lui-même et qui dialogue avec toi. Tu vois, c'est la même sensation. J'ai l'impression, tu vois, il commente. Tu vois, il commente ses propres images et on est entre groupes de copains, de copines. C'est ça. Bon, voilà. On est avec. En tout cas, on n'est pas à distance. On est avec elle penchée effectivement comme si on regardait effectivement. T'as raison, une tablette. Mais tu parlais de Ring, tu parlais des films de fantômes japonais plus récents qu'on a eu, la J-horror qu'on a eu fin 90-2000. Et c'est vrai qu'il y a déjà ça dans le film. Alors je sais pas si c'était présent dans le cinéma japonais, mais il y a une vraie place importante donnée aux images qui ne doivent pas être prises comme de l'image directement sur l'écran, c'est-à-dire les photos. Il y a un moment, tu sais, la fréquence des images par seconde ralentit comme si on était dans quelque chose de l'ordre du diapositif. C'est très présent dans le film, les photos sont présentes. Ça annonce presque aussi quelque chose de l'ordre du found footage en fait. Cette séquence où d'un coup ça se ralentit, t'as presque l'impression qu'il y en a une d'entre elles qui porte une petite caméra de mauvaise qualité et que on sort un petit peu du grand dispositif cinéma où tout est éclairé, il y a un point de vue omniscient et que là on est vraiment avec elle, on est par-dessus leur épaule et qu'on a les images les images qu'on a trouvées, c'est un petit peu rudimentaire, c'est incomplet. On a souvent fait le cliché du japonais accroché à son appareil photo dans les générations de nos parents, tu sais, ils avaient l'air de dire que les japonais des années 70, 80 étaient tout le temps à prendre des photos, mais c'est vrai que là l'appareil photo est très présent. Il y a le moment où l'un des personnages, son appareil photo se casse, enfin en réalité c'est un acte volontaire de la part de l'esprit maléfique qui règne sur cette maison, mais c'est un drame, j'aurais pas mes photos. Et les photos sont présentes dans des cadres, dans les souvenirs, les différentes temporalités du film sont à chaque fois portées par une image différente, par une qualité d'image différente, par une colorimétrie différente. Et ça, tu te dis, ouais, les films avec des bandes magnétiques hantées, des appareils photo hantés, et ben tu te dis, tiens, c'est déjà très présent dans ce film-là. Alors qu'il y a des modes d'écran. Je crois qu'il a utilisé plusieurs formats de films, même dans celui-là. Il a commencé avec le 16 mm, mais je crois qu'il a utilisé ça, il a utilisé d'autres formats, mais voilà, je pense qu'il essayait un peu tout. Et d'ailleurs, je vais parler encore du film parce que il n'aurait pas dû exister ce film. Enfin, c'est un miracle qu'il existait parce que il a eu ce budget aussi qu'on lui a donné. La Toho l'a suivi, mais c'était pas gagné. Et effectivement, par rapport à son scénario, il a une idée de génie quand même. Il a quand même, avant, pour pouvoir faire monter la sauce et pour que le studio le suive, fait de la promo avant. C'est là où on voit que c'est un publicitaire. Ouais. C'est qu'il a d'abord fait fuiter la BO du film. Il a aussi fait des campagnes. Il a sorti un manga, tout ça, pour que la Toho dise bon, ça marche, ok, on y va quoi. Et d'ailleurs, quand le film est sorti, ils y croyaient pas trop. Ils l'ont mis un peu pour les séances de minuit, pour les peu chelous quoi, dans les doubles programmes. Et au final, ça a eu tellement de succès qu'il est passé en primo film et ça a attiré un nouveau public, notamment d'adolescents. Ce qui est devenu la cible du film d'horreur. Ce que les studios n'avaient pas forcément anticipé. Mais en fait, la vraie cible des films d'horreur, c'est les jeunes, c'est les ados. Ouais, clairement. Et c'est vrai, comme tu le disais, on est en 77, donc on est relativement tôt dans le processus commercial du film d'horreur qui va s'installer dans les années 80 avec le slasher, avec ces choses-là. Ouais, on est encore dans quelque chose qui est à mi-chemin entre le patrimoine un peu gothique, classique de l'horreur avec la maison, une forme de sorcière, enfin de choses comme ça dans le film, vampire, sorcière, une forme à mi-chemin entre les deux, ce patrimoine proche du conte qu'on a dans l'horreur classique, même nous en Occident, et effectivement une forme qui va aller vers quelque chose de plus teenager, de plus là encore de plus pop, et une rythmique autour des meurtres beaucoup plus calibrée dans les années 80, 90 plus tard jusqu'à maintenant. Donc là on est encore à mi-chemin dans la forme entre deux types d'horreur. Et puis là le manga commence à vraiment avoir beaucoup plus de dessinateurs aussi, tout ça, et c'est un film très manga, enfin pour ouais bien sûr. Les gens qui aiment bien les mangas, voilà, je pense aimeront ce film-là parce que il y a un imaginaire comme ça. Avant, c'était assez sobre, le cinéma japonais. Il y avait un petit peu avant, il y avait eu le film Kwaidan de Kobayashi qui était un film très en couleur aussi, mais beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sérieux, on va dire, mais une esthétique un petit peu de fantastique horreur. Mais là, c'est pop acidulé. Enfin, j'aurais pas été surpris que les jeunes filles, à moins des grands yeux qui pleurent et tout. Enfin, ça aurait totalement pu passer. Et ce film, il faut savoir qu'il est resté inédit en France très très longtemps. Je crois que c'était Potemkin qui l'avait ressorti en France il y a peu de temps. Et c'est une vraie découverte.
découverte. Enfin, j'incite vraiment tout le monde à découvrir ce film, c'est fou. Ben, ça préfigure aussi, faut le dire, Evil Dead, un peu les expérimentations de Sam Raimi. C'est-à-dire que je rentre dans une cabane hantée et puis voilà, on va voir tout ce qui peut se passer dedans et qui est complètement fou. Sam Raimi qui est très influencé par le comic slapstick, par le cartoon, qui fait un film très coloré aussi, tu vois. Surtout le 2. Je pense plus à Evil Dead 2. Tu vois, même le 1, déjà, t'as la caméra qui est au sol, qui... Mais je pense vraiment au côté, tu vois, tous les trucs un peu fous que t'as dans Evil Dead 2, quand la tête empaillée, les objets se mettent à rire, ce genre de choses comme ça, où t'as l'impression qu'effectivement, t'es comme tu disais, trip sous LSD, trip sous acide. Là, on est dans la tête de Ash dans Evil Dead, qui devient fou, et c'est peut-être plus la réalité, c'est dans le cerveau qui devient complètement malade d'une maison qui essaie de le rendre fou. Et voilà, il y a vraiment cette parenté-là, quoi. Ça préfigure d'une certaine façon Evil Dead, entre le manga et je dirais aussi le roman photo. Voilà, il y a un côté un peu roman photo pour parler l'esthétique est là, des autres images. Et comme tu dis, c'est un publicitaire, c'est quelqu'un qui travaille aussi, à mon avis, des images fixes. Il y a le côté, je prends plein de formes, plein de cadres différents et je mixe ça et ça donne quelque chose de complètement bigarré et en même temps qui au final a une vraie identité, un vrai état d'esprit qui lui est propre, te met dans un état d'esprit qui est finalement à la fois tendre et un peu triste, et c'est une ambiance particulière très japonaise, quoi. C'est ça qui est assez fou quand t'as la musique de fin du film. Je laisse les spectateurs découvrir la fin, que je trouve géniale, l'ironie, tu vois, de la façon dont la fin est représentée, avec des ralentis, avec une musique qui est très romantique, sirupeuse, très sirupeuse comme ça, et en même temps derrière tu sais la réalité de ce qui s'est passé dans cette maison. Ça donne quelque chose d'absolument génial et tu te dis c'est fou, ce film a réussi son coup avec des choses aussi radicales et des choses aussi contradictoires que l'horreur et une variété mélo complètement sirupeuse, quoi. Mais tu vois, là on parlait justement avec Lou de Erotissimo. Autant Erotissimo c'était un film donc psychédélique mais dont on sort épuisé. Là c'est un film dont on sort revigoré et excité. Donc c'est un peu la différence entre un film réussi et un film moins réussi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que tu sors de là, t'as vraiment la pêche, quoi. Ouais. T'as un genre de truc, tu vas le voir au festival. Soit tu termines la soirée par ça, c'était la séance de minuit, tu te dis bah super, j'ai bien terminé la soirée. Soit si t'as encore 3 films à voir, tu te dis bah c'est cool, là ça m'a requinqué pour voir d'autres trucs après, quoi. Exactement. En tout cas, j'incite tout le monde à découvrir ce film House, qui a un gros chat sur l'affiche. C'est un peu parce qu'on lui avait demandé de mettre un animal comme dans les Dents de la Mer, machin et tout. Le chat est un vrai animal dans le folklore japonais, mais c'est pas le chat qui mange les gens, je vous le dis tout de suite. C'est un motif de plus dans le film, mais c'est pas le motif central de l'horreur dans le film. Voilà. En plus, c'est pas un chat noir, c'est une espèce de chat blanc touffu, une espèce de chat persan blanc. Ouais. Il fait un peu peur, mais il fait un peu peur quand même. 見せられましたねこの朝焼けが見える部屋に暗闇の中を放ち庭へ舞い飛ぶ蝶がすぐに来ます